Bonjour à tous, encore un nouvel épisode sur la chaîne d'Optimi. Aujourd'hui, dans le Focus Optimi, on va présenter un nouvel optimiste, profil très particulier. Parce que c'est le premier qui vient pas du monde de l'assurance, donc c'est plutôt cool. Et en même temps, ça permet à vous de vous montrer, est-ce qu'on peut tous devenir entrepreneur dans l'assurance et la gestion de patrimoine. Si Jérémy est ici, c'est qu'évidemment c'est possible, mais il faut quand même respecter certaines choses. Donc il y a 2-3 bonnes pratiques que Jérémy a mis en œuvre, et c'est pour ça que ça marche si bien. Donc Jérémy va se présenter, on va donc évidemment répondre à la question c'est quoi être un bon entrepreneur en plus dans l'assurance et la gestion de patrimoine. Pourquoi l'assurance et la gestion de patrimoine? Parce que Jérémy vient pas du tout de ce milieu, donc c'est très intéressant pour vous qui nous regardez, si vous venez d'un autre secteur, que ce milieu vous attire ou que vous le connaissiez pas du tout, c'est un bon moyen de le découvrir. Et on va aussi un peu challenger les différents modèles dans ce secteur-là, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, tu m'as dit tout à l'heure en aparté, les assureurs, les banques et les garagistes, c'est les trois qui arnaquent le plus. Exactement. Voilà, donc à un moment donné, c'est est-ce qu'il n'y a que de l'arnaque dans ce milieu, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, de réveiller un peu le marché, et puis voilà. Mais c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Parce qu'on a envie de dire la vérité aussi, et de faire de la qualité, vérité et qualité. Jérémy, bonjour. Bonjour, Rémi. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Super. Super dans le sens où un premier podcast avec quelqu'un qui vient pas de l'assurance, il y a plein de choses à dire. Et puis en plus, on vient de la tech tous les deux. Et on vient de la tech tous les deux. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs là-dessus, et on va aussi en parler parce qu'il y a des choses qu'on a pris de la tech et qu'on met du coup dans notre métier aujourd'hui, dans l'assurance et la gestion de patrimoine, qui nous aident beaucoup. Exactement, je suis d'accord. Tu nous parles un peu de toi avant qu'on rentre dans le détail de l'entrepreneuriat, de qu'est-ce qui t'amène chez Optimi, pourquoi tu as choisi l'assurance et la gestion de patrimoine, qu'est-ce que tu faisais avant? T'as 3-4 heures devant toi, quoi. Allez, dissertation 3-4 heures. Allez, vas-y, je prends des notes. C'est parti. C'est parti. On y va. C'est noté à la fin ou pas? Ouais, sûrement. Bon, et si t'as moins de 17, ça passe pas le test. Alors, direct. Non, on vient parce que tout le monde est indépendant chez Optimi. Donc en fait, tout à fait. C'est le choix de chacun. Je t'écoute. Donc, moi je viens de la tech, ça fait j'ai travaillé 23 ans dans l'informatique. Wow. J'ai commencé en 2000. Ouais. Le bug, tout ce qui s'en suit. C'était quoi en 2000 en fait? Rien en fait. Parce qu'on dit... La crainte du bug de l'an 2000 que tous les systèmes allaient planter. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Mais il n'y avait pas besoin de prévoir pourtant le bug de l'an 2000. Ils ont prévu, ils ont bien travaillé, finalement il n'y a rien, il s'est rien passé. Parce que c'était quoi le problème? C'était le problème histoire d'horloge. Ouais. Et en fait, il s'est absolument rien passé. Ils ont embauché, et en fait, il s'est rien passé. Mais est-ce que c'est un peu comme, alors je vais pas dire comme le Covid, parce que le Covid il s'est quand même passé des choses, mais un peu ça a été surcoté dans le sens où on s'est dit que c'était un changement de millénaire, en fait, c'est ça qui a fait peur aux gens. On change de millénaire. Ouais. Mais en fait, ça change rien. En fait, ça change. Ah, elle est trop jeune. Trop jeune. Ok, t'es en train de dire. Je l'ai vécu, j'étais en vie à ce moment. Je ne suis pas vieux, je suis vintage. Il a pris mal. Non, jamais. Non, 2000. Je suis rentré et en fait, je ne connaissais rien à l'informatique. Je ne savais pas installer une imprimante en local. Tu sais, et j'ai un ami qui m'a appelé un jour, qui me fait Jérémy, on embauche des techniciens, on appelait ça des hotliners à l'époque. Ouais. En B2B, c'est-à-dire que je devais dépanner les grosses sociétés du CAC 40 sur leur informatique. Et toi qui viens de la tech, la prise en main à distance n'existait pas, monsieur. Donc il fallait se déplacer. Donc, non, tout par téléphone, en communication. J'avais mon écran d'ordinateur, il avait le sien, et je le guidais à la voix, à la communication. Il n'y avait pas de rien, non. Microsoft prise en main à distance inexistante. Donc en fait, la qualité principale, c'était pas des techniques, c'est d'avoir une bonne communication. Ok. Pour guider les gens, pour comprendre, se faire comprendre et guider les gens. T'es formé à ça ou pas? Non. Enfin, t'es formé, je veux dire, quand t'as démarré dans ce milieu, ils t'ont même pas formé. Tu t'es débrouillé, je devais apprendre le métier technique, qui était très dur, très vaste. Ouais. Et pour une société, à l'époque, alors ils ont fusionné, mais qui était Ernst & Young, un gros cabinet international. Ils m'ont pas mis sur un petit compte alors que je connaissais rien à l'informatique. Ouais. Donc je suis rentré, j'ai fait mes 2 mois de période d'essai, j'ai été convoqué en disant Jérémy, on a un problème, la com génial, mais la technique, je vous avais prévenu. Non mais vraiment. Et donc ils m'ont mis sur un autre service. Et donc j'ai commencé comme ça, le hotline, pendant 3 ans. Okay. Puis moi la technique c'est pas mon truc, moi je suis plus dans la communication, le management et compagnie. Donc j'ai évolué vers une filière managériale. De toute manière, dans l'informatique, quand tu rentres par le bas, soit tu pars sur de la technique, soit tu pars sur du management. Management de projet ou management RH, humain, ou vraiment de la technique pure. Donc moi j'ai choisi la partie managériale. Parce que
Ouais. Génial. Bah oui, si j'ai fait 20 ans en tant que manager. Moi, des fois, je pose des questions, il y en a, ils font ça pendant 20 ans. Non, j'ai fait 20 ans, je fais chier. Quoi. Je me suis éclaté. Après, j'ai eu la chance de tomber sur des bons patrons qui m'ont accompagné, qui m'ont mis des gros défis, des gros challenges à relever. Je suis parti à Casablanca pendant 2 ans pour monter un centre de service là-bas. J'ai fait des trucs vraiment extraordinaires. Une vie extraordinaire pendant 20 ans. T'es basé à Paris, toi? À Paris, oui. Ouais, ok. Donc t'as bossé là-bas à Paris, pendant 23 ans dans la tech. Ouais. J'ai fait une petite parenthèse. J'ai fait juste une petite parenthèse où j'ai arrêté la tech, l'IT pendant 3 ans, où j'ai monté avec un ami une concession de négoce automobile, de véhicules d'occasion. Je pensais que tu connais bien les garagistes. Je connais très bien les garagistes. Et les petits secrets. Et je vendais très bien parce que j'étais très honnête avec les gens. Ouais. Et voilà, il n'y avait pas d'entourloupe, c'était transparent. Ok, donc le métier de la vente, il t'intéressait déjà à ce moment-là ou... En fait, la vente, avant, alors juste pour la petite histoire, avant de rentrer dans l'informatique, j'étais vendeur de téléphonie mobile chez Boulanger. Donc la vente, j'en ai toujours fait en fait, quelque part. Ah ouais. Et dans l'informatique, par rapport à mon parcours, la vente, j'en faisais mais à d'autres niveaux. Okay. En fait, on répondait à des appels d'offres pour des contrats clients, typiquement Louis Vuitton, RATP, Chanel, Hermès. J'ai fait pas mal d'appels d'offres, donc de la soutenance, donc c'est du commerce aussi. Alors du commerce, c'est pas du retail, mais ça reste quand même... T'as pas eu la pression sur du grand compte comme ça? Les pressions, en fait, tous les... Ça se gère, la pression, tu l'as tout le temps, en fait. Que ce soit un petit contexte ou un gros contexte, tu as quand même l'appréhension, il faut que tu sois bon quoi qu'il en soit. Pour moi, il n'y a pas de petit ou de gros client, c'est ce que tu dois proposer, déjà tu dois y croire, et ensuite, le modèle, il doit être applicable. Souvent, on vend des choses qui ne sont pas forcément applicables ou qui ne sont pas orientées vraiment besoin client. Mais quand tu dis qu'il faut vendre un truc auquel tu y crois, c'est-à-dire que tu dois croire dans la société dans laquelle tu bosses. Bien sûr. De toute manière, toutes les boîtes que j'ai fait, j'en ai pas fait énormément des boîtes, j'en ai fait 3. 3 boîtes où je me suis éclaté. Et la première, j'y suis resté 11 ans quand même. Et j'y croyais, très grosse boîte, une des plus grosses boîtes informatiques, numéro 2 européen, je crois, et 4 ou 5e mondial. Donc très grosse société. Et en fait, j'ai toujours trouvé mon intérêt. D'ailleurs, j'ai toujours été accompagné, j'ai toujours évolué dans toutes les boîtes, j'ai évolué très vite. Et c'est génial. En fait, t'apprends, t'es toujours en... Tu t'es jamais fait chier en fait? Jamais. Putain, c'est ouf. Jamais. Alors, à quel moment, du coup, tu te dis la tech en fait, je pense que je suis parti de rien. Vraiment de la base. La hotline, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment la porte d'entrée. Ok. Et ensuite, tu gravis les échelons. Mais en fait, plus tu gravis les échelons, après, tu arrives à un niveau, c'est qu'il faut se mettre en ordre de marche sur 2 sujets. C'est que, 1, tu as ton expérience et ce qu'on te propose en termes d'opportunités professionnelles, en termes d'évolution, et toi, tes capacités à arriver à... Et souvent, les gens, ils font quoi? Ils veulent évoluer, mais ils ne se remettent pas en question de savoir est-ce que je suis capable de prendre ce poste-là. Et le dernier poste que j'ai pris, je pense que j'étais capable. Je l'ai très bien fait d'ailleurs, parce qu'ils ont globalement, ça s'est très bien passé avec eux. Mais j'étais plus dans cet ADN-là. Grand groupe, grosse structure, trop de réglementation, pas suffisamment de souplesse par rapport à ce que j'aspirais. En fait, donc j'étais plus dans le modèle de la société. C'est plus la société qui n'était pas dans mon modèle, c'est moi qui n'adhérais plus à ce moment-là. J'avais besoin d'autre chose, j'avais envie d'autre chose. Et l'entrepreneuriat, c'était, je pense, une très bonne porte. Donc tu t'es dit, c'est plus si je comprends bien, c'est le fait d'être dans une grosse boîte avec certes toutes les qualités que ça peut avoir, mais aussi tous les inconvénients. Tu t'es dit, autant quitter parce que tu aurais pu rester dans le secteur de la tech, mais tu aurais pu aller dans une start-up, tu vois. Ouais, mais il y a moins d'avenir. C'est moins dans mon ADN. Moi, aujourd'hui, j'étais manager de grands comptes. J'ai managé, je suis monté jusqu'à plus de 200 personnes. Et à la fin, je gérais plus la technique. Quand tu vas dans une PME, dans une start-up, t'es obligé d'avoir une couche technique que je n'ai pas et qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, gérer la finance, gérer le commerce, la relation client, toute cette partie-là. Et après, je pilotais des managers. Donc, en fait, accompagner, l'idée, donner des objectifs, que les gens s'améliorent au fur et à mesure. Moi, je voulais une équipe de tueurs. C'est-à-dire que je disais à tout le monde, venez me chercher, venez chercher ma place. Déjà, moi, ça me permet de toujours être sur le qui-vive et de m'améliorer constamment. Et derrière, je tirais mon équipe vers le haut. Qui me tirait vers le haut, c'était vraiment donnant. Et c'est ça qui me plaisait.
rentrer dans une PME, ça ne m'intéressait pas. Quitte à rentrer dans une PME, autant que je sois à mon compte et que je fasse ce que je veux et sans problème. Pourtant, aujourd'hui, tu es dans une PME. Je suis dans une... Enfin, c'est compliqué de définir Optimi. Non, c'est pas une PME. Parce que c'est un partenaire aujourd'hui, Optimi. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant dans un modèle comme Optimi, c'est qu'il y a peu de salariés. On est quasiment tous indépendants. C'est ça. Il y en a évidemment quelques-uns qui le sont, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous indépendants et chacun peut en fait monter sa structure, être à son compte. Donc on est tous indépendants, tous chefs d'entreprise, mais avec ce côté, comme tu as dit, partenaire, où en fait on a un peu le poids d'une PME, parce que quand on fait un événement et qu'on vend un produit comme un fonds structuré, on est 30 à le faire, 30 à se battre dans le même sens, à avancer dans la même direction. Et pour autant, il y a aussi toute la flexibilité de la startup. Bien sûr. Tu as vu ce qu'on a fait sur les outils. On ne demande pas à 4 managers, 8 conseils de direction si on peut mettre le petit bouton à tel endroit. Tu vois. On le met et on teste et on voit les retours. C'est hyper flexible. Donc on va plus vite. Et c'est vrai que c'est bien de garder cette taille humaine. Mais du coup, je comprends ton changement. Tu t'es dit le modèle grand groupe ça te plaisait moins, t'avais besoin de faire autre chose. L'entrepreneuriat, t'aurais pu entreprendre tout seul, t'aurais pu entreprendre en t'associant avec des personnes dans un secteur. Ce que je comprends, c'est que t'avais besoin de conserver de l'humain, conserver du financier, la base. La base, c'est l'humain. Donc comment t'es tombé dans l'assurance et la gestion de patrimoine? Très bonne question. Donc, globalement, l'été dernier, l'été dernier, j'étais chez un ami qui tient un gros restaurant à Paris. Et j'étais avec lui, j'étais fatigué, j'étais plus motivé sur ce que je faisais, parce que je m'y retrouvais plus personnellement. L'associé avec laquelle je travaillais était très bien, m'a donné les moyens, croyait en moi, une très bonne direction, vraiment rien à reprocher. Par contre, moi, je me retrouvais plus dans ce modèle grosse structure, multinationale. Voilà. Et donc, on se buvait un café, puis j'étais avec un de mes meilleurs amis et 2 autres amis, dont un courtier en financement et un banquier. Et puis, moi, je les regarde, je fais, écoutez, vous qui gérez quand même... Vous êtes en banque, donc vous savez un petit peu qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce que je pourrais faire qui rapporte suffisamment financièrement pour que je puisse avoir un niveau de vie qui est quand même conséquent. Parce qu'aujourd'hui... Parce que tu gagnais bien ta vie aussi très bien ma vie. Dans la tech. Ah ouais, je gagnais très bien ma vie. Donc si tu changes, c'est pas non plus pour régresser socialement. La perte de salaire ne me gêne pas si j'y gagne dans ma vie perso. C'est un équilibre. Moi, j'avais besoin d'équilibrer cette partie-là. Donc ils nous ont dit l'immobilier ou les assurances, c'est ce qui cartonne et c'est ce qui cartonnera toujours. Rapidement, l'immobilier, carte T, compliqué à avoir, il faut prendre des études, 2 ans, bref, j'ai pas envie. Et l'assurance, 150 heures, IAS, tu peux demander ton ORIAS et tu peux te lancer. Bon, 150 heures, on fait rien. On t'apprend pas l'assurance, on t'apprend de la loi, de la réglementation. Bref, donc je commence. Je réfléchis, je vais sur Internet, comme tout le monde. On regarde Internet, combien ça gagne, qu'est-ce qu'il faut faire, les lois, les réglementations. Bref. Et je vais chez des amis en Savoie. D'ailleurs, le tableau là, c'est fait par un de nos amis, en commun avec Pierrick et Claudia. Et ben on fait un coucou. Comment il s'appelle? L'artiste. Kiki. Voilà, Kiki. Merci pour le tableau. Merci. Magnifique, cela dit. Comme tous. J'en ai une dizaine chez moi quand même. Ah ouais. C'est une galerie d'art en fait. C'est une galerie d'art chez toi. Je suis je crois, son plus grand fan. Et son plus gros client aussi ou pas? Non, peut-être. C'est possible. Mais non, mais je suis un inconditionnel de ce qu'elle fait. Voilà pour la petite parenthèse, je t'embrasse Kiki. Et donc je vais chez eux, ils me voient fatigué et compagnie. Et on discute. Je pense à une reconversion professionnelle, peut-être les assurances. Et là, donc le couple, ils me disent attends, nous on connaît quelqu'un, on a un ami proche qui a monté un groupement, qui a quitté sa société. Ça faisait 20 ans qu'il était dans les assurances à un poste très élevé. Il en avait, comme toi, marre du côté grosse structure internationale avec les règles où on rentre plus forcément dans les cases à un moment donné. T'as fait le parallèle. Donc déjà j'ai bien aimé l'approche parce que je me retrouvais un petit peu. Et donc, qui a monté Optimi. Et donc, qui cherche des indépendants à travailler chez moi. J'y connais rien dans les assurances. Écoute, on l'appelle, on se fait un petit apéro. Et puis voilà, vous discutez, il te donne des conseils. Le but, c'était pas que vous travailliez ensemble, mais c'est qu'il t'explique le métier de l'assurance et voir si ça te plaît. Puis après, tu fais ton bonhomme de chemin. Je fais OK.
Ouais, allô, machin, hein, on a des amis qui sont là, est-ce que vous voulez venir à un petit apéro, et puis j'aimerais bien que tu discutes avec mon pote, là il se pose des questions, est-ce que les assurances c'est bien Paris? Non, j'étais en Savoie. Ah, t'étais en Savoie à ce moment-là? J'étais en Savoie, à côté de chez Claudia. Ah mais oui, puis c'est bon. Donc ils arrivent et tout, on commence à boire un coup, ça commence à être sympathique, on rigole bien, et puis à un moment, on se pose avec Pierrick, puis on échange, on commence à parler. Grand groupe, on commence à avoir un peu le même langage. C'est deux métiers différents, mais il y a des choses. Voilà. L'expérience utilisateur, comment on peut mettre le client réellement au centre de l'intérêt, vraiment de le valoriser et pas juste être un numéro parce qu'on a besoin de faire du chiffre d'affaires juste du rendement. Et donc, ça dure, on en a discuté, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, mais vraiment en mode conseil. Si tu me disais, si tu veux faire de l'assurance, fais ci, fais ça, fais cette formation, c'est tout. On s'arrête là. Ok, super soirée, bon feeling. Tu n'étais pas conquis encore par l'assurance, c'était juste... Si, en fait, il m'a rassuré sur le monde de l'assurance où c'était vraiment un secteur d'activité qui était un bon secteur d'activité, où il y a des belles choses accessibles. Enfin, tu l'as vu accessible comme secteur, ou tu t'es dit il y a quand même beaucoup de barrières, c'est quand même difficile? Moi, les barrières, ça ne me fait pas peur, j'y vais. Après, s'il y a des barrières, une barrière... Hein, oui, mais la question, c'est est-ce qu'il y en avait des barrières? Bien sûr qu'il y en a. Parce que je sais que il y en a, forcément. T'es chaud patate et que tu étais prêt à péter les barrières, mais est-ce que t'as identifié des barrières où tu savais qu'il fallait mettre de l'effort pour les lever? Déjà, moi je suis un opérationnel. Okay. Il fallait reprendre de la formation, e-learning, de l'apprentissage, de la lecture. Et c'est pas trop mon truc. Moi, j'apprends sur le terrain. Mais c'est pas grave. Première barrière pour moi, mais c'est pas grave, on y va. Okay. Et donc, en sortant de là, Pierrick arrive avec un autre optimiste, salon du courtage à Paris pour Maillot. Il me passe un petit coup de fil. Moi, entre-temps, ils avaient discuté avec mes potes. Hein. Il me dit, Jérémy, je suis sur Paris. On déjeune ensemble si tu veux lundi. Je fais ok, avec plaisir. Ouais. Et lundi matin pour lundi midi, je fais vas-y, j'arrive. Hop, je prends ma bécane, hop, je vais sur Paris, on se pose, on déjeune pendant 3 heures et à la fin on se tape dans la main, on fait on bosse ensemble. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'il y a moi de mon côté... Vous avez conclu au deuxième date, du coup. Oui, exactement. Mais après, t'en parleras avec Pierrick, je pensais peut-être... Ouais, je pense que le film est bien passé. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son approche optimiste, pour le coup. Ouais. Très orienté client, expérience client. C'est le client qui gagne de l'argent, qui est sécurisé. C'est pour ça qu'il a choisi aussi ce mot optimi pour l'optimisme. Ouais. Optimiste, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et tu en as parlé tout à l'heure, la plupart des contrats d'assurance vie que tu vois, ou même toi qui t'as expérimenté, c'est avec les banques. Et que les banques, comme tu me disais, elles sont pas là pour un rendement. Elles sont là pour un quota. C'est simple, regarde, je vais te donner juste. Vas-y. Je connaissais rien à l'assurance. J'ai commencé à travailler. Donc depuis le mois de septembre, je suis en formation entre l'obtention en fait, de la carte professionnelle et les formations. Je suis venu régulièrement à Annecy en formation. On s'appelle, je fais pas mal de choses. Et le premier truc, j'ai comparé mon assurance vie perso que j'ai pris comme 90% des gens en banque et ce que j'étais en capacité maintenant de proposer aux clients. Très simple. Comparatif, personnel. Banque, rendement 8 ans, 1,2% brut. Sur 8 ans? En équilibré. Alors ça fait 8%. Oui, 1,8% par an. Annualisé à 1,2% brut. En 8 ans, en équilibré. Aujourd'hui, on propose, nous, on est en capacité d'aller chercher du rendement sur un équilibré entre 7 et 10%. Juste ça. C'est arnaque. Mais complètement. J'ai appelé ma banque, je fais écoutez, je veux casser mon assurance vie. Oui, mais pourquoi? Donc je lui ai fait un cours sur l'assurance vie. Et là, on se rend compte quoi. Une banque, aujourd'hui, elle ne vend pas un service, elle vend une quantité de produits. Moi, je suis ton patron, je dis voilà, Rémi, aujourd'hui, pour le mois de mars, tu vas me faire 30 PER, 15 assurances vie, 5 LDD. Voilà, tu es objectivé là-dessus et tu es commissionné là-dessus. Pas sur ta satisfaction client, pas sur le rendement que tu apportes à tes clients, rien du tout. Et c'est pour ça en fait. Ils s'en foutent. Ouais, mais c'est vrai, à mon sens, c'est pas durable parce que moi qui ai fait des outils, on a parlé de conformité. Et cette méthode, le problème, c'est qu'il y a deux choses. Un, elle est immorale. Et deux, elle est illégale. Ouais, mais c'est génial pour nous. Alors, c'est génial pour Optimi parce que, voilà, comme tu as dit, c'est que nous, on vient. Vas-y. Quand tu es dans l'empathie, quand tu es bienveillant, quand tu sais ce que c'est que de vouloir satisfaire un client parce que ton expérience professionnelle aujourd'hui était orienté vers la satisfaction utilisateur et que tu as les banques, 90% des assurances vie, sachant que c'est le placement numéro 1 au monde, en français, pardon. Ouais. C'est-à-dire que tu as des milliards d'investis sur de l'assurance vie. Je sais pas combien c'est 5 000 je crois que... non, c'est pas 5 000 milliards, ça c'est les fonds bancaires. Mais globalement, tu as des centaines de milliards d'euros placés sur de l'assurance vie en banque.
Nous, on arrive à notre niveau. On ne va pas révolutionner, on va pas récupérer 100% des assurances vie, mais on va arriver très simplement, alors avec des vrais rendements, avec un suivi client, avec une disponibilité client que les banques n'ont pas, ils n'ont rien à foutre. Globalement, les banques ne vont pas te rappeler, vous êtes content de votre assurance vie, vous avez vu, elle a fait 0,8% de truc, c'est pas leur job. Parce que leur job, c'est de gérer le court terme financier. Et tu montes une assurance vie. On a quoi dans l'assurance vie? C'est de l'assurance. C'est un produit d'assurance, c'est pas un produit bancaire à la base. Quand même. Et ça, c'est une carte d'entrée magnifique en fait. Comment toi tu l'as compris le mot assurance? Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, on parle d'assurance, on pense aux assurances obligatoires. La dommage. Donc la bagnole, l'appartement, l'assurance vol, machin, on ne pense pas à toutes les autres types d'assurance, notamment l'assurance vie, comme tu as dit, qui est, comme dans son nom l'indique, c'est un produit d'assurance. C'est un produit d'assurance. Mais aujourd'hui, moi, comme tout le monde, au début, pour moi, l'assurance, c'est voilà, j'ai une voiture à assurer, j'ai ma maison à assurer, j'ai 2-3 bricoles à assurer. Voilà, stop. Même l'assurance vie, pour moi, c'était en banque que ça se faisait. J'avais pas forcément la notion qu'une compagnie d'assurance pouvait me proposer un produit. Et après, en apprenant, et là, tu remets les cases à sa place. Tu dis, ah ouais, non, effectivement, ouais. Donc je vais pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée à mes clients en allant chercher du rendement et en faisant gagner de l'argent aux gens. Et ça, aujourd'hui, dans un contexte actuel où le climat il n'est pas terrible, on va pas se mentir, faire gagner de l'argent aux gens. En fait, il y a deux choses. Il y a faire gagner de l'argent aux gens, qui est l'objectif final. Pas forcément final, parce qu'il y a plein d'objectifs. On dit souvent chez Optimi, on a une méthode de finassurance, une partie financière, une partie assurance. L'idée, ça va être de construire, développer son patrimoine. Ça, c'est la partie financière. L'assurance vie est un bon moyen de le faire. Alors que pour beaucoup, l'assurance vie, c'est le grand groupe qui va me le vendre. Il y a 2-3% de frais. Parfois même, ça va jusqu'à 5% de frais. Maintenant ils régulent, hein. Je pense que ils ont des limites, mais que ça sert à rien d'avoir un produit à 5% de frais annuels sur lequel ça te rapporte 1%. Tu perds de l'argent. Et le truc, c'est que dans les contrats, c'est ficelé d'une manière où c'est pour ça que tu as le côté assureur arnaqueur, parce qu'en fait, tu sais que tu vas pas gagner d'argent. Et même moi, pareil, ma première assurance vie, et je l'ai fait dans un grand groupe en direct. Alors ça veut pas dire que les assurances vie qu'on fait sont pas dans des grands groupes, elles le sont, mais on les choisit. Comme tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont partie prenante dans le sens où une compagnie A, elle doit vendre tous les produits de la compagnie A. C'est ça. Quand Optimi, en fait, nous on dit, le jour où la compagnie A, elle n'est pas performante ou elle n'est pas intéressante, on va aller voir la B, la C et la D, et on va choisir la meilleure. En fonction du profil du client, de son profil risque, qu'est-ce qu'il est prêt, voilà. Et 2, de ses projets. Et que, comme je l'ai dit, donc on peut constituer, développer un capital, mais on peut aussi le sécuriser, le transmettre. Bien sûr. Alors ça, c'est surtout la partie reste, mais gagner de l'argent. Moi, là, j'essaie de me spécialiser. Il y a un sujet qui me tient à cœur. Vas-y. C'est la santé pour les seniors. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de retraités, malheureusement, qui n'ont pas forcément un niveau de revenu suffisant. Ouais. Mais par contre, ils vont claquer des mutuelles où ils vont mettre 150, 200 euros par mois, alors qu'ils vont toucher, à deux, ils vont toucher 1300 euros, 1400 euros de revenus. Déjà, moi, ça me touche, parce que ma mère est dans ce format-là, c'est-à-dire qu'elle a une très petite retraite et elle paye beaucoup de mutuelles. Donc déjà, aujourd'hui, 100% moi, des mutuelles seniors, des complémentaires santé seniors que j'ai fait, je suis moins cher, à même niveau de garantie, voire meilleur. Ah ouais. Et ça, pour moi, c'est un vrai combat, c'est de pouvoir rendre accessibles des bons soins de santé à une population, aujourd'hui en plus, qui est vieillissante parce qu'on a de plus en plus de retraités. Mais qui ont de moins en moins de moyens. Et qui ont de moins en moins de moyens, donc avoir accès à de bons soins de santé à un prix raisonnable. Donc il n'y a rien de gratuit dans la vie, mais raisonnable par rapport à ce qui est. Faut que ça soit adapté à leur patrimoine. Tout ce que j'ai fait, moi j'ai été voir, j'étais touché parce que c'est une personne qui était un petit peu profil de ma maman, a gagné 850 euros de retraite, a payé 130 euros de mutuelle par mois. Putain. Je lui ai fait sa mutuelle, elle a gagné, je lui ai fait gagner 40 euros par mois. 40 euros par mois quand tu es à 840 euros de salaire, c'est très bien, ça fait un plan en plus, ça fait de la course en plus. Un petit resto en plus. Ils ne pensent même pas aller au resto quand tu as 840 euros. Ouais, c'est vrai. Voilà, est-ce que je vais un peu manger un petit peu mieux? Est-ce que je vais peut-être faire un peu de viande? Non, mais surtout que c'est pas une économie de coût, forcément, parce que c'est une économie de coût, mais sur quelque chose où ils réduisent pas la qualité. Parce que tu es à garantie identique. Je ne vendrai jamais une complémentaire santé à garantie inférieure. Je cherche toujours à améliorer la vie des gens. Et la cause retraitée, pour moi, on doit se battre là-dessus.
Et nous, chez Optimi, et grâce à Optimi, on a des vrais leviers parce qu'on a des affiliations dans des compagnies qui sont spécialisées dans le domaine, que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui sont très très bien, qui ont des très bonnes couvertures, qui sont très adaptés. Exactement. Et puis l'autre intérêt d'être dans un groupement comme Optimi, c'est que t'as pas t'as pas de pression en fait, de faire du chiffre, de vendre XPER, de XS. Tu fais ce que tu veux. Je l'aurais pas fait sinon. Jamais j'aurais fait. Je serais pas rentré dans un modèle salarial. Parce que t'es pas le premier qui me dit ça, qui allait travailler en banque ou même dans des compagnies d'assurance. J'ai pas eu trop le cas, mais j'imagine. Après, j'ai pas trop posé la question, mais en banque notamment, y a Sabrina qui était venue ici et qui m'a raconté comme quoi, il y a un gars, il venait pour une demande de découvert. Oui. Et le mec lui dit tu lui acceptes cette demande de découvert, mais uniquement si c'est de la prévoyance. Et moi j'étais là, je dis ok, on est dans un milieu réglementaire en tant que courtier en assurance, on doit faire plein de choses, le devoir de conseil, etc. Mais c'est dans cette situation que tu vois le vrai intérêt de pourquoi on doit faire. Est-ce que c'est pas un peu du délit de marchandage ça ? Mais complètement. Mais c'est comment on appelle ça, c'est du chantage. Voire même de la confiance. Voire de la confiance peut-être, non ? Je sais pas. Tu veux qu'on porte pas trop. Enfin c'est comme des grands groupes, donc j'irais pas trop. Non, mais après, moi je. Non mais juste le fait d'en parler, parce que moi je vois sur les réseaux, il y a personne qui en parle. Les néobanques, c'est génial sur la partie bancaire, et on dit putain, c'est en train de mettre un petit coup de pied aux banques traditionnelles qui te prennent encore 1 euro pour un virement instantané. Alors je sais que le virement instantané n'est pas gratuit, mais de là, ils font pas leur fric avec le 1 euro. Enfin tu vois, vraiment putain, faites plaisir quoi. Jusqu'à 2000 balles, vous mettez le virement instantané gratuit. Ça vous, bref, donc si vous voulez pas le faire, ok, mais en attendant, vos concurrents le font. Ça c'est sur la banque, ce que la banque devrait faire tout le temps. Mais aujourd'hui, faire du service complémentaire, tu prends une banque en ligne comme Revolut, ils vont faire du service complémentaire, investissement crypto, investissement avec un compte titre sur les marchés, des trucs, du cashback, des offres avec des boutiques partenaires. Ça c'est cool. Parce qu'on est sur de la consommation, tu vois. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent de semaine. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur fric. Par contre, que la banque, elle te dise, nous, pour gagner notre fric, on va vendre des contrats d'assurance qui sont pas du tout adaptés. C'est de la merde. C'est que ça soit une gave ou n'importe quoi, c'est bien, ça se fait 10 balles par mois, 15 balles par mois. Je dis pas que c'est de la merde dans le sens. Attention, parce que tu as quand même des grosses banques qui ont leur compagnie d'assurance, qui ont de très bonnes compagnies d'assurance, mais c'est comment la façon dont tu vends le produit, la déontologie qui n'est pas là. Et aujourd'hui, moi, ça, j'en peux plus. Tu peux pas vendre une prévoyance à quelqu'un qui en a pas besoin. Mais tu peux encore moins aller lui vendre une prévoyance en lui disant on te la vend que si. Non. Du chantage. Voilà, c'est ça, c'est du chantage. On te donne ton prêt bancaire ou on te donne. Là, pour le coup, c'était un découvert. Le mec avait besoin d'un découvert parce qu'il était en galère. Tiens, on sait que t'es en galère, t'es comme ça. Et vas-y, on te donne ton découvert, mais à condition tu signes pour une prévoyance. Après, ils sont pas tous comme ça. Tout dépend du banquier que t'as. Moi, je sais que j'ai des banquiers avec qui je travaille. Ils n'ont pas cette démarche-là aussi. Ils sont bienveillants. Il y en a qui sont bienveillants. Il y en a qui veulent, parce que c'est leur prime d'objectif. Mais il y en a qui cherchent l'oseille. Déjà, dans les banques, tu as forcément du turnover. Parce que mais j'en fais plus qu'avant. Mais pourquoi ? Parce que tu t'attaches à ton conseiller. Pour moi, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tandis que moi, je souhaite que mes clients s'attachent à moi et je veux m'attacher à mes clients. Et la fidélisation, elle est top. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que derrière, il y aura de la recommandation. Le réseau, il sera sain. On part sur bonne base et c'est ça qui est top. Et t'es obligé de faire tes preuves, et dans le sens où t'es obligé d'être. T'es pas obligé d'être. Enfin, si, t'es obligé d'être bon forcément, mais plus tu seras bon, plus tu seras proche de tes clients et plus tu gardes un lien sur la durée, mieux c'est pour eux, plus ils se sentent en confiance et plus ils savent que tu vas pas les baiser quoi. Parce qu'au bout d'un moment, comme t'as dit, c'est dans les banques, t'as un turnover de malade. Moi j'avais mon premier conseiller, c'est devenu un ami. Puis en fait, on lui a mis la pression et même lui il m'a dit faut que j'évolue. Il m'a sorti un truc, je sentais que c'était pas la vérité. Il est parti, ils m'ont mis quelqu'un d'autre, tout frais sorti d'école, complètement insensible à tout. Tu lui montres que t'es pas content, tu lui montres que en fait t'es client de leur banque et que t'estimes un minimum de service et il t'envoie chier. Mais en fait. Mais ça c'est génial pour nous. Alors sur l'assurance, sur tout ce qui est assurantiel, investissement, placement. C'est une certitude. Ils nous donnent du travail. Je les remercie. Merci les banques. Merci les banques. Franchement, aujourd'hui, on a un terrain de jeu grâce à vous qui est magnifique. Parce qu'en plus, ils pourraient bien faire leur job. Mais bien sûr. En fait, c'est même pas ça. C'est pour moi, ils doivent faire leur job. Quelque part, ils sont obligés parce que ils ont une pression de la direction qui est dingue. Oui, mais ils sont pas censés faire d'assurance. Ils sont pas censés en faire, mais c'est des produits. Mais c'est comme quand tu vas t'acheter des cigarettes et ils te vendent des journaux, ils te vendent machin. Enfin, tu vois, aujourd'hui, un bureau de tabac, c'est multiservice. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est sur les petits services à côté. C'est pas sur ton découvert les 3 agios qu'ils vont prendre. Ouais, mais ils gagnent de l'argent là-dessus, mais à partir. Enfin, tu vois, tu prends l'exemple d'un tabac presse, il va apporter des services complémentaires. Tu vois, il va pas se mettre à faire des gaufres et des churros et des crêpes.
Tu vas me dire, t'en as un qui le fait. Merde. Non, mais bon, souvent une presse, t'as un café à côté. Souvent une presse aujourd'hui, donc ils te font la presse, ils te font le tabac. Maintenant t'as les liquides, t'as les jeux à gratter, ils vont te mettre des briquets, ils vont te mettre des goodies de je sais plus trop quoi. Enfin, à un moment donné, tu vas dans un bureau de tabac, tu peux quasiment tout. Tu vas acheter des chargeurs pour ton téléphone maintenant, tu vas acheter des cartes de téléphone. Ils te font des produits bancaires. C'est Amazon maintenant. Ils te font des produits bancaires. Ah oui, c'est vrai. Enfin, maintenant. T'as pris le bon exemple, du fourre-tout. Un bureau de tabac, c'est un petit peu. Mais aujourd'hui, il faut être professionnel. Et moi, je vais pas aller vendre ou vous conseiller des choses que je ne maîtrise pas. En fait, j'ai pas de problème avec ce que tu dis dans le sens où qu'un tabac presse le fasse, il n'y a pas de problème parce que ça dénature pas le produit de base, putain, le service de base. Client, réellement, voilà. Mais en fait, moi j'ai pas de problème à ce que les banques fassent de l'assurance à partir du moment où ce qu'ils sont censés faire de base, ils le font bien. Exactement. Et si ce qu'ils font de base, et on le rappelle, les banques, ils sont là pour gérer du court terme financier, la transaction, c'est eux que tu vas voir aussi quand tu veux emprunter. Si ça, ils le font bien, pas de problème. Et ensuite, la question, c'est comme tu as dit, comment ils vendent l'assurance ? Le capitalisme. Exactement. Non, mais enfin, je veux dire un truc tout bête, mais moi, on m'a proposé des produits avec ma banque sans même que le gars il sache combien j'ai sur mon compte bancaire. Et savoir si c'est pertinent par rapport à là où j'en suis dans ma vie, à mon âge, à ce que j'ai en capital, à ce que j'ai en fonds sur différents comptes. Voilà, je prends un exemple. Le PEL. Donc mes parents m'en ont fait un, j'ai rajouté comme voilà, c'est un truc qu'on fait souvent. Le PEL, pourtant il était pas trop, si pourri que ça pour le coup, parce qu'il ramenait 2,5%. Je me suis dit c'est bien 2,5%, mais 2,5% que depuis cette année. Et j'ai plus l'historique des pourcentages. Mais par contre, j'ai l'historique du nombre d'intérêts. Je l'ai ouvert en 2011. Depuis 2011, quand tu vois la totalité des intérêts sur le capital qui a été mis, ça représente, parce que je vais pas dire les montants, mais un peu moins de 10%. Depuis 2011. J'ai clôturé ce PEL. Et là, dans les fonds structurés qu'on a, quand tu vois qu'on a des fonds structurés où en fait, c'est dans un. Donc, on le rappelle, l'assurance vie, c'est pas c'est une enveloppe. Ouais. C'est une enveloppe avec des avantages, c'est défiscalisé. Et dans cette enveloppe, on va venir investir sur ce qu'on veut. Sur le marché, sur des fonds structurés, du fonds euro, ce qu'on veut. Et donc, les fonds structurés qu'on fait chez Optimi, t'en as vendu ou pas d'ailleurs ? Ouais. Quelques-uns, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces fonds, c'est qu'ils sont, pour certains très sécurisants, parce que le capital est garanti, d'autres le capital est protégé, on investit sur des actions, et quand on voit la rentabilité, le dernier Mercedes qu'on avait fait, donc indexé sur l'indice Mercedes, on touchait 3,75% chaque trimestre, crédité. Donc tous les trimestres, on touchait ce coupon, donc à l'année c'était 12,5%, et en fait sur un an, on a touché 12,5%. Qui respecte certaines conditions, bien évidemment. Tu parles du structuré, je trouve ça hyper intéressant. C'est que moi aujourd'hui, j'ai de l'épargne. Avant de rentrer dans ce milieu-là, j'avais de l'épargne. De précaution. De précaution. Mais plus que ce que tu avais réellement besoin ? Oui, ouais, okay. Oui, plus, ouais. Pas beaucoup plus, donc, mais oui, plus que il n'était pas bien placé du coup. Moi, ce que je comprends, bah oui, mais en fait, aujourd'hui, qui conseille ? Quelqu'un comme moi, ça va être ton banquier. Moi, je discutais, quand j'ai monté ma boîte, là, j'ai été voir donc j'ai fait une ouverture de compte, Société Générale, pour pas les nommer. J'en ai au CIC, j'en ai au Crédit Agricole. C'est la petite pommade, là. Ne vous inquiétez pas, les concurrents, j'ai de l'argent chez vous. Et globalement, j'ai été surpris en intégrant Optimi que moi, mes conseillers qui sont dans le conseiller m'ont pas proposé de fonds structurés alors que toutes les banques en font. Quand tu as du capital, pourquoi ils t'appellent pas quoi ? Pourquoi ils t'appellent pas ? Et pourquoi est-ce qu'ils te proposent pas ces produits d'investissement qui sont, alors pour le coup moi je trouve extraordinaire parce que je les connaissais pas, j'ai découvert. C'est comme un enfant dans un parc d'attractions. Il a les yeux partout, ça brille et tout. Moi tu me parles fonds structurés, rendement 6,5 jusqu'à 16%. 16% annuel ? Non, c'est notre immobilier. C'est une blague. Non, mais vas-y, montre-moi. Et j'ai commencé à m'y intéresser, donc à être formé. Et Optimi, on est très fort là-dessus, très sincèrement. J'ai fait des formations dans d'autres grands groupes où ils te proposent des fonds structurés. Tu rigoles. C'est bien, ils sont bien. Mais ils le savent pas, c'est pas qu'il y a mieux. C'est bien, mais c'est pas dingue par rapport à ce qu'on est en capacité de proposer. Et ça, juste ça. 3 produits. Fonds structurés, PER, assurance vie. Tu as ces 3 produits en main avec des bonnes compagnies où tu travailles intelligemment. Tu peux faire gagner de l'argent à tes clients et tu peux sécuriser leur patrimoine. C'est aussi ça. Et ça, c'est génial.
Et pourquoi est-ce qu'on ne nous présente pas? Donc là, l'objectif, c'est de justement aller prêcher la bonne parole par rapport à toi. Donc déjà, ton entourage, tes contacts, il faut que tout le monde sache qu'un fonds structuré aujourd'hui, c'est un produit où tu peux gagner de l'argent, que ce soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, en garantie, ultra sécurisé, zéro perte d'argent, avec un rendement. Ouais, après, dans le meilleur des cas, garantie, tu vas sortir quoi, 6,5 à l'année sur 3 ans. Donc, tu sors à 18-19% en 3 ans, déjà, tu n'as rien qui te le propose aujourd'hui, en garantie. En garantie, c'est ça, voilà. Et derrière, il y a des gens qui sont genre, toi, tu fais de la crypto. La crypto, c'est volatile, donc tu es quelqu'un, tu as un profil risqué joueur. Ouais. Et ben, tu vas chercher aujourd'hui des produits avec des rendements à 11, 15, 16%, et là, on a un qui va sortir, je crois qu'il va être à 16%. Mais tu vois, c'est ça qu'on parle beaucoup de rendement, et ceux qui veulent gagner de l'argent avec leur argent, donc le pur capitalisme, c'est sain, mais tout le monde pense au rendement, mais personne ne pense au risque. Tu vois, les cryptos, tout le monde pense, ouais, crypto, j'ai fait x2, j'ai fait x4. Bon, là, les cryptos vont bien en ce moment. Très bien. Je suis très content, relativement satisfait, mais pour autant, le PEL que j'avais, plus d'autres fonds à droite à gauche, jamais je les aurais mis sur les cryptos. Parce que si je le mets sur les cryptos, tu vois, j'avais réinvesti en 2021, et donc les cryptos venaient de finir leur deuxième pic à 69 000, ça redescendait vers les coups de 40 000, et je commençais à racheter. J'ai en plus beaucoup plus de moyens à ce moment, donc je rachetais énormément vers les coups de 40 000. Bah, quand le truc s'est pété la gueule à 15 000, et j'ai pas vendu. J'ai encore racheté, j'ai racheté à 30 000, c'est bien, j'ai baissé mon prix moyen. Mais sauf que tu vois, il n'y a qu'aujourd'hui où je vois la totalité de mon portefeuille qui est positive. Donc je me dis, si cet argent, j'en avais eu besoin de 2021 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, j'aurais perdu de l'argent. Non, mais de toute manière, aujourd'hui, une stratégie d'investissement, elle est sur l'épargne de précaution, sur du moyen terme, sur du long terme. Tu mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Complètement. Aujourd'hui, on épargne des précautions, on critique les banques, mais le livret A, on épargne de précautions, aujourd'hui, c'est top. C'est du disponible, il y a du petit rendement, enfin voilà, tu risques rien, c'est de l'argent qui est disponible, et au moins ça travaille. Combien de personnes, aujourd'hui, font de l'épargne sur du compte courant? C'est ça, ouais. Déjà, tu regardes juste l'inflation, tu as perdu l'argent. Non, mais il y en a énormément qui font ça. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que ça. Et produits bancaires, très bien, livret A, c'est sympa. Et surtout qu'il y en a plein qui n'y pensent pas, et donc d'où ce que tu disais que les banques ne les appellent pas. Tu vois, tu prends notamment les frontaliers qui bossent en Suisse. Quand ils quittent la Suisse, ils sortent ce qu'on appelle le deuxième pilier. Et le deuxième pilier, c'est ce qu'ils cotisent. Alors, ils cotisent eux, leur employeur cotise aussi, et c'est ce qui constitue leur retraite. Et au moment où ils arrivent à la retraite ou qu'ils sortent de la Suisse, et du coup ce deuxième pilier se termine entre guillemets, ils peuvent le sortir soit en rente, donc en fait en fonction de ce que tu as cotisé, ils disent bah voilà, jusqu'à votre décès vous toucherez X euros par mois, soit en capital. Et pour certains, ils le sortent en capital parce qu'ils ont une suite de carrière derrière en France ou ailleurs, ils ont des projets, ils ont besoin de financer. Et donc, tu en as énormément qui sortent leur deuxième pilier et ils sortent entre 200, 300, parfois 400, 500 000 euros, des fois plus. Ça arrive sur le compte courant, ça bouge pas. Ah, je vais faire ça. Je vais tout. Ah bah, je t'enverrai les contacts. non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais... Parce qu'à la limite, tu mets 20 000 euros sur un compte courant, même 50 000. Que le banquier t'appelle pas, ok, parce que peut-être voilà. Mais quand tu as 300 000 euros sur un compte courant, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais même 50 000 euros. Oui, bah t'as raison. Au moins sur une assurance vie où on va te proposer un rendement à 5, 6, 7, 8%. Je suis d'accord. Et au moins tu fais travailler ton argent. Mais moi, là où j'hallucine, c'est même. Enfin, pour moi, à 300 000 euros, ça sert à rien de les avoir en cash. Bien sûr. Il faut les placer, que ce soit dans de l'IMO, dans des actions, dans de la matière première, ce que tu veux. Mais il faut les placer. Et les laisser sur un compte courant et voir personne réagir. Bah, tant mieux, ça fait du bout, ça fait du job pour les optimistes. Mais au-delà de ça, c'est putain, mais comme tu as dit, déjà juste un livret à 3%, c'est déjà bien. L'inflation, elle est à 5-7%. Ça dépend. 4,5 en ce moment. 4,5 Bon, elle descend. Je crois, il me semble. Bon, après, elle a été quand même violente. Parce oui, on a pris des on a pris quelques bonnes fessées là. Voilà. Mais tu dis déjà, si ton inflation pendant une période de crise est à 12%, ton argent est à 0, tu fais moins 12. Si déjà il était à 8, bah, tu fais que moins 4. Déjà, tu perds moins d'argent. Et derrière, oui, clairement. Après, c'est pendant une phase, le 12% d'inflation était derrière, voilà, il faut, quand on conseille à nos clients, voilà, il faut vraiment, parce que t'en as qui vont arriver les 300 000, ils vont t'arracher les 300 000, les placer les 300 000 et juste se faire plaisir. Non. Monsieur le client, je te prends 300 000, on va travailler ensemble sur une stratégie d'investissement, placement, pour que tout soit rentable. Que tout soit rentable pour toi, sécurisant, et que tu aies l'épargne de précaution. Parce que
Pour moi, la plupart des assureurs ou des banquiers, ils vont te prendre tes 300 000, ils vont les placer. Monsieur, vous avez le droit d'y toucher parce qu'il est bloqué 10 ans, il est bloqué 5 ans et compagnie. Et en fait, c'est déjà la démarche intellectuelle. C'est mauvaise. D'ailleurs. Mais c'est bien sûr que parce que tu dis 300 000 € placés, tu sais pas, et c'est que dans un seul panier du coup. Déjà, méfiez-vous, c'est simple. Quelqu'un qui veut t'arracher tes 300 000 € pour les placer à un seul endroit, il y a un problème. C'est pas bon. Non, mais c'est vrai, c'est pas bon. Ouais. À un moment donné, prenons soin de nos clients. Parce que même sur le meilleur produit structuré, tu n'irais pas mettre 300 000 €. Jamais de la vie. Voilà. Demain, tu arrives 300 000 €, j'ai 2-3 fonds structurés, j'ai un peu d'assurance vie, un peu de plan d'épargne de retraite. On va diluer cette partie-là. Je vais t'en laisser sur un livret A parce que si tu as un problème, il faut de l'épargne de précaution. 2-3 fois ton salaire, c'était très bien. Même un peu plus. Moi, j'ai conseillé à un ami. Selon le profil que tu as. Moi, j'ai un ami qui est qui est prudent, très prudent, ce que je comprends. Quelqu'un qui n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais qui a touché un héritage, donc voilà. Et ben son épargne de précaution, au lieu de mettre 10, et ben on monte à 25, 30, parce que ça le rassure. Par contre, le reste, l'excédent, le reste, voilà, on va faire travailler l'argent et on va sécuriser cette partie-là. Surtout que moi j'ai vu encore d'autres stratégies où, comme tu as dit, tu prends par exemple, admettons que tu as 300 000, en fonction du profil risque de la personne, tu vas peut-être prendre la moitié et l'investir sur une assurance vie, mais tu vas en laisser une grosse partie en fonds euros, qui est très sécurisé, qui rapporte pas énormément, mais c'est comme si tu avais du cash en fait. Et le reste sur 2-3 fonds structurés. Dès qu'il y a un nouveau fonds structuré, boum, tu mets une petite enveloppe, comme ça tu développes. T'arbitres régulièrement. T'arbitres exactement, et ça te permet d'avoir peut-être 4-5 fonds structurés sur lesquels ton client est exposé. Et ce qui fait que t'en as un qui sort, bam, il récupère le capital, la performance, il peut la réinvestir. Donc ça c'est plutôt cool. De l'autre côté, l'épargne de précaution. Et de l'autre côté, même garder encore de l'épargne dans lequel tu vas taper tous les mois dedans pour faire un PER par exemple. Pour pouvoir prévoir sa retraite, parce que tu as identifié comme quoi en fonction de ce qu'il cotise aujourd'hui, sa retraite ça sera de la merde. Bien sûr. Et que s'il fait rien, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, mais ça va dans la stratégie, court, moyen, long terme. Précaution court terme, moyen terme, tu vas faire de l'assurance vie parce que c'est débloquable rapidement. On va pas se mentir, tu peux récupérer quand même 3 semaines, un mois, tu récupères ton argent. Et le PER où tu garantis une retraite, où tu améliores en fait ta retraite. Et c'est ce qu'il faut. Et quand tu as cet éventail-là, après où tu places tes billes, que ce soit du fonds structuré, de l'assurance vie classique ou du plan d'épargne retraite classique, ça, tu discutes avec ton client, c'est de la découverte. Et puis derrière, à côté de ça, il faut regarder toute la protection de la famille que tu vas mettre en place. Parce que tous les produits que tu vas mettre en place, selon le patrimoine de la personne, tu vas protéger ta famille sur les droits de succession et tout. Bon, ça, c'est un autre sujet, on va pas débattre là-dessus, je pense que sinon on en parlerait des heures. Deuxième épisode, du coup. Voilà, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, moi, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est que quand tu as la bonne démarche avec ton client, donc une démarche intellectuelle honnête, et que tu veux travailler pour ton client, donc tu travailles pour ton client, mais tu travailles pour toi aussi, on va pas se mentir, mais quand tu travailles, voilà, c'est du donnant-donnant, win-win, comme on dit. Derrière, tu fidélises, tu rassures, tu avances, et tu proposes, et moi ça me fait du bien de faire du bien aux gens. Je te parlais tout à l'heure, la cause qui me tient à cœur des retraités sur leur complémentaire santé. Ça, aujourd'hui, c'est un terrain de jeu magnifique parce qu'on est hyper bien placé. Moi, toutes celles que j'ai fait, 100%, tu tapes dans le mille. Et mes clients me disent, mais en fait, on me prenait beaucoup d'argent. Je fais, oui, on me prenait beaucoup d'argent. Mais je suis là maintenant. Et après, naturellement, ils vont te recommander à droite, à gauche. Et tu vois, rien que cette démarche-là, et je parle même pas à la personne qui me contacte pour une mutuelle de santé senior. Voilà, la porte d'entrée, elle est là. Derrière, elle sait ce que je fais. Si elle a besoin de moi, pour d'autres sujets, pour l'investissement. Tu parles pas que de mutuelle, tu vas parler de ses projets de vie de manière globale. On fait une découverte sur la découverte. Mais le ticket d'entrée, vraiment le but premier, c'est monsieur le retraité ou madame le retraité ou messieurs dames le retraité. J'arrive pour vous faire gagner de l'argent. Et là, tu en gagnes réellement jusqu'à 800 € par an. C'est l'économie de coût. Mais tu te rends compte, 800 € par an, ça fait quoi? Ça fait un rendement combien sur une assurance? Quand tu places, tu places 1000 balles. Tu fais un périodique à 100 € par an. Je te fais gagner 800 € par an. C'est magnifique. Bien sûr, tu fais quasiment x2. Voilà, les gens ils sont contents et ça leur permet de souffler, de souffler, de c'est argent de mettre ailleurs aussi, soit dans leur plaisir, soit dans l'investissement, soit ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà, c'est ce que tu leur dis. Tu fais le client, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez vous faire plaisir avec? Plaisir, parce que ça peut être vital aussi. C'est 50 €, ça peut être vital par mois. Ouais. À un moment donné, j'ai besoin de manger un peu plus de viande, j'ai besoin je suis un peu short pour payer 2-3 choses. Tu leur donnes en fait la possibilité de penser à leur projet, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais je révolutionne pas, c'est des petites économies d'échelle, mais ça, plus ça, la personne va me dire mais en ce moment là j'ai ma voiture, est-ce que vous pouvez regarder? Je suis pas fan.
Mais si je vois que la personne a une petite retraite et je lui faire une voiture, moi j'ai rien à gagner sur une voiture. Clairement, à part des emmerdes, j'ai rien à gagner. Mais derrière, si ma petite vieille qui est là, qui gagne 850 €, je lui fais gagner 50 balles là, 15 balles là, sur son habitation, je lui fais gagner 20 €, imagine, bout en bout 100 € sur une retraite à 840 €. C'est énorme. Et franchement, ce qui est bien, c'est que je vais bien dormir aussi, parce que je serai content. Est-ce que tu sens que tu apportes une vraie valeur ajoutée pour ton client? Oui. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me plaît. Au-delà des produits en eux-mêmes où ils sont... Enfin, moi, j'adore. Mais derrière, pouvoir rendre service aux gens, faire du bien aux gens... C'est un peu du social, quelque part. Non, parce que... Pas du social. Non, j'aime pas cette connotation sociale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu es là pour j'aime pas non plus le mot social, mais pour moi, c'est du vrai social où tu t'intéresses vraiment à leur vie. C'est de l'empathie, de la sympathie, c'est ça. Aujourd'hui, on a trop perdu ce sentiment de faire du bien aux gens, d'aller vers les gens. Et de les aider vraiment. Et de les aider, sans faire du social. Social, pour moi, c'est un côté un peu péjoratif. Parce qu'il y a des professionnels du social. Moi, j'ai un ami qui travaille dans le social. Si tu lui dis ça, vous allez partir en clash direct, parce que le social, c'est vraiment pas ça. Il y a vraiment... mais voilà, c'est comment est-ce qu'on peut... améliorer un peu le quotidien, une petite grand-mère qui peut-être les 500 € qu'elle avait économisés à l'année pour pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants pour Noël qu'elle ne pouvait pas faire avant, faire du bien aux gens, voilà, et qui repartent avec le sourire, confiant, et content, confiant, et puis on avance. Donc, petite question pour clôturer le sujet, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur dans l'assurance et la gestion de patrimoine? Toi qui ne viens pas de ce secteur? Non. Il n'y a pas tout le monde? Non. Alors je vais te dire pourquoi. Ah bah je veux bien, parce que je pensais que tu allais dire oui pour le Alors oui, tout le monde peut le faire. C'est accessible. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas bien le faire. Parce que tu as la démarche intellectuelle, comme je parlais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, si tu arrives tu peux faire beaucoup d'argent dans l'assurance. Je pense que c'est un métier où... Alors compliqué, parce que voilà, c'est très réglementé, des lois, des process, on est surveillé, réglementé, et ce qui est très bien, c'est encadré, c'est très encadré, et tant mieux. Mais aujourd'hui, quelqu'un de malveillant, il peut faire du mal aussi quand même, je trouve. Et quand je dis tout le monde ne peut pas, tout le monde ne devrait pas, plutôt, le pouvoir. Tout le monde peut, mais tout le monde ne devrait pas en faire. Parce qu'en soi, l'impact que tu as sur tes clients, il y a un danger malade. Il est direct. Parce que tu dirais pas tu peux ruiner une personne comme tu peux... Alors tu peux rendre millionnaire une personne, non, parce que bon, s'il est déjà millionnaire, mais tu peux ruiner une personne, tu peux ruiner une vie. Et aujourd'hui, si tu n'as pas le bon mindset, le bon ADN, non. Donc tout le monde peut, tout le monde ne devrait pas. Ça, je pense. Au moins, tu étais revenu sur l'intention, en fait. L'intention. Qui est l'intention des gens. Et si votre intention, pour ceux qui se posent des questions, qui ont peut-être des parcours un peu similaires au tien, qui viennent de grands groupes ou qui viennent de la tech ou d'un autre secteur, et qui sont intéressés par l'assurance et la gestion de patrimoine, il faut bien savoir une chose, c'est quand tu vas avec des bonnes intentions, de manière bienveillante et que tu veux vraiment aider les gens, c'est du win-win. Exactement. Tu sais que tu vas très bien gagner ta vie parce que tu vas très bien faire ton job et que eux ils vont être très bien dans leur basket, dans leur compte en banque, dans leur placement et que ça suit leur projet de vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu signer avec Optime parce que cet ADN-là était là. Aujourd'hui, c'était vraiment ce qui m'a fait signer. Si ça avait été un groupement pour signer avec un groupement, voilà. T'aurais été indépendant, tu vends des produits, point. Voilà, aujourd'hui, Pierrick, il a un modèle dans les mains qui est dans mes valeurs, qui est pour moi extraordinaire parce qu'il va vers le client. Il donne déjà il est orienté client, satisfaction client. Ça déjà tout le monde ne le fait pas. Peu importe le rendement, la rentabilité de la boîte, de ce qu'on a, c'est aujourd'hui il faut que le client soit gagnant. On va vers le client et ça c'est top. Après derrière, je peux que le remercier aujourd'hui parce que si j'en suis là, c'est grâce à lui. Donc Pierrick, merci Pierrick. Non mais c'est vrai, un vrai merci très sincère parce qu'il m'a permis de me lancer dans un métier inconnu pour moi, dans des conditions optimum, sécurisantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai quand même un foyer, une famille, j'ai gagné très bien ma vie, j'ai été le support financier majoritaire de la famille, donc le risque est plus important. Tu vois, on parlait de gestion de risque tout à l'heure, moi mon virage à 180 il est risqué, sauf qu'aujourd'hui je suis accompagné. Il y a une dynamique un peu en mode start-up, jeune et bienveillante, qui est extraordinaire. Tu es conseillé, tu n'es jamais seul, tu as un problème, on est là pour t'aider, on est là pour te conseiller, on te fait faire des formations régulièrement, on te propose des produits que tu trouveras nulle part ailleurs. Enfin, tu vois, il y a tout un package, toute une harmonie qui se fait autour de Optime qui fait que pour mon profil, ça peut coller. Peut-être que tout le monde ne collerait pas,
Mais moi, par rapport à ma façon de voir les choses et ce qu'ils proposent, je ne pouvais pas trouver mieux pour démarrer dans l'assurance. Pour toi comme pour tes clients. Et aujourd'hui, mon objectif pour finir dans l'assurance. Ah ouais. Mais je ne me vois pas. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un j'ai toujours été, dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai toujours été hyper fidèle avec mes patrons. Tu sais, l'honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est tous les patrons avec qui j'ai travaillé, qui m'ont tendu la main, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait grandir. Aujourd'hui, il n'y en a pas un, je pense, peut-être un ou deux, si j'en ai pas mal, que je ne pourrais pas remercier. Ok. Pour tous apporter des choses. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Pierre qui m'a tendu la main, qui me donne les moyens d'avancer, la seule chose qui pourrait faire potentiellement que notre partenariat s'arrête, parce que c'est possible, c'est que je me rends compte en 5 ans, c'est plus trop mon ADN. Mais aujourd'hui, ce qu'il me propose et la perspective, parce que c'est pareil, c'est un mec qui brille. Enfin, il va vite, il va loin. Non, mais il va vite, il va loin, mais intelligemment dans le bon sens. Pour moi, il va dans le bon sens. Donc aujourd'hui, à suivre, tu vois, il faut un modèle évolutif, scalable. On parle souvent de scalabilité ensemble quand on. Sur le milieu de tech, ouais. Puis toi, t'étais un fou furieux aussi de la scalabilité. Donc, je ne vis que pour ça. Tu vois, voilà, aujourd'hui, je remercie 2 personnes, donc mes amis de Savoie, Kiki Lionel, qui m'ont présenté Pierrick Claudia, et Pierrick qui m'a donné la chance, que c'est vraiment une chance, une opportunité de démarrer. Et moi, mon but aujourd'hui, parce que j'ai bientôt 50 piges, je ne me vois pas changer. Donc moi, aujourd'hui, c'est d'aller au bout. Je veux aller au bout. Je suis parisien. Voilà, je suis parisien. Quitter la vie parisienne, ça m'intéresse énormément. Donc, voilà. Tu quitterais Paris du coup ? Oh oui, tellement. Donc c'est-à-dire que sur tes zones de chalandise, les gens qui aimeraient travailler avec toi, qui aimeraient te contacter, tu prends de partout, tu as des zones de préférence, tu as des profils de préférence, même si tu nous as parlé un peu des seniors. Pas de profil. Aujourd'hui, senior, c'est une cause qui m'est chère parce que ça me tient à cœur. Mais c'est pas... Est-ce que tu peux assurer tout le monde en soi ? C'est pas un cheval de bataille. Non, j'assurerai pas tout le monde. J'assurerai pas les gens que je sens pas, où il n'y a pas d'affinité, de feeling. Aujourd'hui, on a cette liberté de pouvoir choisir aussi avec qui on travaille. Moi, là, tu viens me voir, Rémi, si j'aime pas ta gueule, si je te trouve un peu escroc, je vais pas y aller. Même si tu as 1 million d'euros à me franchement, même si tu as 1 million d'euros à me mettre en placement, je préfère aller voir la petite vieille toute gentille ou le petit jeune qui veut se lancer, mettre 100 balles, 50 balles sur un PER parce que ça sera moins rentable, mais moins tu auras la liste claire. Mais voilà, le lien génère du lien après aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que, comme j'ai dit, c'est en tant qu'indépendant et même groupement d'indépendants chez Optimi, on n'a pas d'autre choix que d'être hyper réglementé et mettre beaucoup de réglementation là-dedans. Et tu as cette réglementation où du coup quelqu'un que tu sens pas, c'est bien que chaque optimiste ait le choix de les refuser parce que quelqu'un que tu sens pas qui sent un peu l'escroquerie, attention d'où viennent ces fonds. Parce qu'on parle d'argent, certes on les manipule pas directement, leur argent, c'est les compagnies qui les manipulent, mais on a quand même ce devoir de tracer d'où vient cet argent. Mais ça c'est tellement réglementé, c'est très bien que ce soit et heureusement, parce que sinon ce serait la folie quoi. On placerait des assurances vie de personnes un peu scrupuleuses avec de l'argent qui est un peu sale, on irait faire de la rentabilité, de la renta là-dessus pour qu'ils puissent la sortir, enfin ce serait... Non, on est d'accord qu'on n'en parle même pas parce que c'est un non-sujet parce qu'on est réglementé là-dessus. C'est une évidence, mais la réglementation n'était pas ce qu'elle était il y a de ça 20 ou 30 ans. C'est qu'elle s'est améliorée, elle s'est endurcie, et tant mieux. Moi je te parlais plus des gens où tu peux arriver, tu peux être sur le côté humain, tu parlais. L'argent, on sait d'où il vient, la traçabilité elle est là et tout. Si je ne sens pas la personne, tu bosses pas avec. J'irai pas travailler avec. Et ça c'est un luxe aujourd'hui que je pouvais pas me permettre avant quand j'étais dans un réseau salarié. Ton client, t'as tes patrons, tu prends ton client. Moi j'ai travaillé avec des clients que j'ai adorés et d'autres que j'ai détestés. Et pourtant tu détestes travailler avec eux, mais tu es obligé parce que c'est ton métier. Aujourd'hui, la liberté qu'on me donne et que je prends aussi, c'est de dire je choisis avec qui je travaille. Mais du coup, en termes de zone, ça fait toute la France. Moi, je veux continuer à développer Paris. Même si je quitte la région parisienne, j'ai un réseau à Paris, je veux continuer à le développer et j'ai prévu de... Alors maintenant, avec tous les outils qu'on a, on peut faire du distanciel. Mais tu es souvent à Paris quand même. Et puis aujourd'hui, mais après j'ai prévu de remonter de temps en temps à Paris justement pour continuer à développer quelques rapporteurs d'affaires que je mets en place là-bas pour continuer le business là-bas. Et après, moi ce qui m'intéresse, c'est de venir dans la région savoyarde et développer toute la partie tarentaise
Haute Tarentaise, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Puis j'adore cette région, je suis tombé amoureux de cette région. Belle, très belle région. Il y a beaucoup à faire, il y a des choses intéressantes à faire. J'ai des projets, on verra si ça aboutit ou si ça aboutit pas. Mais en attendant, mon but, là, à court terme, c'est de déménager de la région parisienne. Mais continuer à garder un pied à Paris et continuer parce que Paris, voilà, j'ai... Donc, de toute façon, tous ceux qui sont à Paris ou dans la région parisienne et Savoie, Haute-Savoie, si ça vous intéresse de bosser avec Jérémy, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. LinkedIn, Instagram, j'imagine. Moi, Insta, je suis plus LinkedIn, pas mon parcours, mais Insta aussi, bien sûr. On mettra les deux liens en description, et puis ceux qui veulent discuter avec toi. Et même si il y en a qui veulent aussi rejoindre un peu l'aventure, s'ils veulent te contacter directement Pierrick, vous n'hésitez pas. Ils peuvent passer par toi avec sur ton podcast. Donc envoyez un petit message, ça fait toujours plaisir. Même s'il y en a qui ont des profils un peu... de toute façon, sur ton LinkedIn, il y a ton parcours. Donc si vous voyez son parcours, vous voyez des similitudes avec le vôtre et que vous avez besoin d'échanger parce que vous êtes peut-être à un moment de votre vie, vous avez envie de prendre un tournant comme celui que tu as pris et vous vous posez des questions si est-ce que ce secteur d'activité est fait pour vous, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour vous, n'hésitez pas, contactez Jérémy, je pense que tu te feras un plaisir de discuter avec lui. Voilà. Prochain épisode où on se laisse. Déjà, on va aller manger. J'ai faim, j'ai soif et j'ai faim. Et on va tout faire. Nous, on vous laisse et on se voit pour un prochain épisode. Un grand merci à vous. Allez, à plus tard.